Donc oui, les questions de narration et mon ancrage littéraire, c'était plutôt de mes travaux de mémoire finalement. Mais ma thèse porte aujourd'hui sur les pratiques de détournement du jeu vidéo par les joueurs. Alors, l'objet que sont les différentes pratiques de détournement par les joueurs sont un objet qui attire depuis quelques années l'attention des milieux académiques. Et d'ailleurs, les nombreux travaux... On m'entend ? Les nombreux travaux, articles et ainsi de suite qui paraissent régulièrement sur le sujet ne cessent d'évoquer les interconnexions qui lient les différentes pratiques de détournement. Mais ces interconnexions restent encore peu problématisées. Donc c'est pour ça que dans le cadre de ma thèse et dans cette communication, je me propose d'envisager les détournements de jeux vidéo comme un seul et même objet, dans le but de mesurer ce que les différentes pratiques partagent, non pas dans leurs organisations propres, mais dans le rapport qu'elles entretiennent avec le jeu. Alors, ce type de perspective transversale pose d'emblée la question de la définition et de la délimitation du phénomène. Donc, je pourrais par exemple réutiliser la définition que les situationnistes donnaient du détournement, puisque ce sont parmi les premiers à avoir théorisé le détournement en art. Et alors Guy Debord le définissait tout simplement comme le réemploi dans une nouvelle unité d'éléments artistiques préexistants. Je pourrais aussi me baser sur une définition plutôt issue des fan studies, donc envisager le détournement comme un acte créatif de braconnage, de bricolage culturel, en reprenant plutôt Jenkins et de Certeau. Mais quand on observe ces définitions, il apparaît assez rapidement que, dans le cas précis du jeu vidéo, elles ne permettent pas de définir un ensemble précis et fini de pratiques, dans le sens où ces définitions sont mises en question par l'existence de nombreux cas limites. Alors, par exemple, le fait d'enregistrer sa partie sous la forme d'un let's play et de la diffuser sur Internet ne constitue pas a priori un détournement du jeu vidéo, puisque la vidéo vient témoigner plus ou moins fidèlement d'une expérience subjective du jeu. Mais que dire alors des nombreux let's players qui superposent à leur activité des commentaires humoristiques ou un métadiscours qui vient transfigurer l'activité ? Je pense par exemple au célèbre vidéaste PewDiePie, qui s'est notamment rendu célèbre par le fait qu'il joue à des survival horror, mais en superposant à sa performance des commentaires humoristiques qui viennent complètement désamorcer le caractère horrifique des situations. Donc que faire un peu de toutes ces pratiques, ces cas limites ? À partir de quand peut-on parler de détournement finalement dans le jeu vidéo ? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Et selon moi, la difficulté de circonscrire précisément l'ensemble de pratiques que recouvre la notion de détournement tient dans l'intime continuité qui relie la création de détournement à la pratique même du jeu. Donc en effet, les différents théoriciens qui ont abordé le jeu sous l'optique du play, je pense notamment à Mathieu Triclot qui a défini les play studies, mais aussi à Henriot, Janvaux et d'autres. Donc ces différents théoriciens ont mis au jour le fait que le jeu ne se résume pas à un objet, à un dispositif, mais réside prioritairement dans l'usage, dans l'activité ludique de l'utilisateur. Donc le jeu, et je cite ici Mathieu Triclot, est une expérience instrumentée qui ne peut exister sans l'adoption préalable par le joueur d'une attitude ludique. Je reprends plutôt ici Henriot. En d'autres termes, pour qu'il y ait jeu, l'œuvre vidéoludique ne suffit pas. Il faut que cette œuvre soit interprétée par le joueur, ce qui implique nécessairement une certaine forme, même minime, d'appropriation. C'est ce que Janvaux résume d'ailleurs en ces termes. Je cite, « Faire soi-même dans le cadre du jeu est un acte fréquent et naturel. Comme l'a relevé Winnicott, le jeu, pour pouvoir exister, doit permettre l'expression de la créativité de l'individu. » Donc, en quelque sorte, la frontière entre l'activité ludique et les détournements de jeux vidéo peut difficilement se penser comme une démarcation stricte, les deux pôles étant reliés plutôt par un continuum allant de la pratique la plus respectueuse de la structure du game à sa reconfiguration la plus totale. Donc, ce qu'ont apporté les théories du play, c'est qu'elles ont finalement cessé de cloisonner la notion de jeu aux objets étiquetés comme ludiques, et que ce faisant, elles offrent la possibilité d'envisager le détournement comme étant un prolongement de l'activité ludique, donc d'envisager les œuvres comme s'intégrant à l'expérience large et protéiforme du jeu par les joueurs. Donc, c'est en m'inscrivant dans la continuité de ce paradigme théorique que j'envisage dans ma thèse et dans cette communication le détournement comme une dynamique, comme un processus qui prend naissance dans une activité de jeu et qui vient la prolonger. Mais alors, pour tester l'opérationnalité de cette clé de lecture, du phénomène qu'est le détournement, je voulais la confronter à l'analyse de trois pratiques qui mettent un peu en question cette continuité
entre jeu et détournement, puisqu'elles occasionnent un changement de support. Alors précisément, je me suis intéressée ici à l'écriture de fanfiction, à la réalisation de machinima et au speedrun. En effet, ce sont trois pratiques qui s'emparent d'éléments du jeu vidéo pour produire des œuvres dérivées qui ne sont plus spontanément identifiées comme des jeux, puisqu'il s'agit de textes et de vidéos. Donc en quelque sorte, il y a passage du jeu au document. Alors précisément, pour faire émerger les clés de lecture et les conceptualisations que je vais vous présenter ici, j'ai exploré un corpus d'œuvres, donc un corpus de textes et de vidéos, de fanfiction, de machinima et de speedrun, mais oui, qui avait pour particularité commune d'être inspiré de la licence de jeu Halo. Mais je précise tout de suite que cette étude n'a pas du tout pour ambition d'être une enquête représentative, donc qui viendrait définir ce que sont les fanfictions, les machinima et les speedruns, mais plutôt d'explorer le phénomène protéiforme du détournement pour essayer de faire émerger des récurrences, des clés de lecture, des œuvres. Donc d'un point de vue assez théorique et formaliste. Alors précisément, ce que je vais essayer de montrer, c'est que malgré l'importante hétérogénéité formelle, donc de forme et de support des œuvres auxquelles je me suis intéressée, le fait de les envisager dans une optique de continuité par rapport à la pratique du jeu permet de mettre au jour certains mécanismes formels qu'elles partagent. Je vais donc vous présenter ces mécanismes formels en les structurant en trois parties, que je conceptualise en vérité comme trois mouvements propres à la dynamique du détournement, que je vais vous présenter à présent. Alors, toutefois, étant d'un naturel très optimiste, j'ai annoncé que j'allais pouvoir vous détailler ces trois mouvements en détail, en profondeur, en donnant de nombreux exemples. J'ai dû vite me rendre à l'évidence que ce ne serait pas possible. Donc je vais me permettre de survoler très rapidement la première partie que j'avais annoncée, tout simplement parce qu'elle avait une valeur plus introductive. Donc, ce que j'aurais voulu faire émerger à partir d'analyses d'exemples dans cette première partie, c'est que le mouvement fondateur du détournement, finalement, c'est un mouvement de déconstruction de la structure du game, donc un mouvement de déconstruction du support vidéoludique par l'activité ludique du joueur. Donc en effet, les fanfictions, les machinima et les speedruns ont en commun, je l'ai dit, de s'emparer d'éléments du jeu. Ça peut être des personnages, des décors, des objets, mais aussi des bugs dans le cas du speedrun ou des mécanismes de jeu. Donc ils s'emparent de ces éléments pour les reconfigurer et les resémantiser, même si chaque pratique le fait à sa manière. Donc on retrouve avec cette idée, donc, cette forme de reconfiguration du jeu par le play, rejoint la description que font Salen et Zimmerman du transformative play, donc une notion qu'ils définissent comme un cas particulier de jeu, je traduis, qui se produit lorsque la libre circulation du play modifie la structure plus rigide dans laquelle elle prend forme. Le jeu, en tant que play, ne se contente pas d'occuper les interstices du système et de s'y opposer, mais transforme réellement l'espace dans son ensemble. Donc voilà, ça c'était le premier mouvement sur lequel j'aurais voulu m'attarder, un mouvement de déconstruction du game par le play, une réception structurante du jeu qui débouche sur la production de significations nouvelles. Mais, et j'en arrive donc dans le vif du sujet, dans le cas des trois pratiques que j'aborde ici, cette déconstruction du game par le play débouche toutefois sur un acte de production, à savoir l'écriture d'un texte ou l'enregistrement de la partie sous forme de vidéo. Or, le fait d'envisager ces œuvres, donc ces textes et ces vidéos, comme étant le produit d'un play, donc le fait de problématiser le passage du jeu au document finalement, m'a permis de mettre au jour un deuxième mouvement du détournement que je qualifierais de mouvement de fixation et de codification. Donc l'élaboration en quelque sorte d'un nouveau game, d'un nouveau système de règles. C'est ce que je vais tenter d'illustrer à présent. Donc je parle d'un mouvement de fixation tout d'abord, parce que ces œuvres, ces textes et ces vidéos viennent finalement incarner une expérience de jeu singulière, un play, dans un objet non interactif, donc moins soumis à la variabilité des expériences de lecture. Donc ces textes et ces vidéos viennent figer la variabilité d'une partie finalement, et la rendre transmissible, puisqu'en consultant ces œuvres, il devient possible de revivre, même si c'est sous d'autres conditions, l'expérience particulière d'un autre joueur. Alors c'est d'ailleurs en suivant cette optique que le chercheur Henry Lowood défend l'idée que les machinima peuvent servir d'outils de documentation sur la vie des communautés de joueurs, puisque ces vidéos permettent de sauvegarder l'état d'une communauté ou l'état d'une pratique de jeu à un moment donné. Or, effectivement, dans les détournements de Halo que j'ai pu consulter, j'ai rencontré cette utilisation possible du machinima comme sauvegarde
d'un état particulier de la pratique. Ainsi, par exemple, dans la série de Machinima Harby and the Chief, qui met en scène des figurines de Halo qui prennent vie en l'absence de leur propriétaire pour jouer à la console. Donc, dans le deuxième épisode de cette série, le protagoniste, le Master Chief, se démène à l'intérieur du jeu pour essayer d'obtenir un équipement qui s'appelle l'armure Recon, qui à l'époque était un équipement très rare, légendaire pour les joueurs, puisqu'il était réservé plus ou moins aux employés de Bungie, le studio qui a développé le jeu, ou à des joueurs réalisant des performances exceptionnelles. Donc, le personnage finit par obtenir l'armure, mais ce qui est intéressant, c'est que la vidéo a été publiée en 2007. Or, en 2010, avec la sortie du jeu Halo Reach, la dimension rare et légendaire de l'armure Recon a totalement disparu, puisque c'est devenu un objet qui est débloquable au même titre que n'importe quel équipement standard. Donc ici, la vidéo vient vraiment témoigner de l'état d'une pratique, vient vraiment fixer un play particulier qui n'existe plus aujourd'hui. Donc un play où l'obtention de l'armure Recon était un fait valorisable. Je pourrais donner des exemples aussi de ce mouvement de fixation dans les fanfictions et les speedruns, mais je vais avancer. Donc j'ai parlé d'un mouvement de codification ensuite, puisque même si on peut envisager le détournement, comme je l'ai dit plus tôt, comme une déconstruction, comme une subversion du game, des règles du jeu, donc, malgré ça, l'analyse des fanfictions, des machinima et des speedruns avec des clés de lecture ludiques en tête a d'autre part attiré mon attention sur le caractère hautement formalisé des œuvres et sur la mention récurrente dans les discours des praticiens de règles, de codes, de conventions qui, bien sûr, peuvent être négociées dans la pratique, mais qui prennent toutefois beaucoup de place dans le dispositif paratextuel des œuvres. Alors, un exemple assez parlant de ce phénomène de codification et de surenchère dans la réglementation, c'est la pratique du speedrun, puisqu'elle se fonde sur une subversion des règles initiales du jeu, puisque le but du speedrun est de terminer le jeu le plus rapidement possible, et non pas de le compléter ou de faire un score important, et ainsi de suite. Mais malgré cette subversion, le speedrun se caractérise par la superposition de nouveaux systèmes de règles toujours plus contraignants. Donc par exemple, il existe différents genres de speedrun en fonction du nombre de contraintes que les praticiens s'imposent. Donc par exemple, un speedrun standard consistera à essayer de terminer une œuvre le plus rapidement possible, mais on pourra aussi essayer de le terminer le plus rapidement possible sans tirer un seul coup. Donc ce sera un speedrun zéro shot. On pourra essayer de le terminer le plus rapidement possible sans sauter une seule fois. Ce sera un speedrun no jump, et ainsi de suite. Donc il y a une dimension de codification qui vient contraindre la pratique, mais elle vient aussi contraindre le format des vidéos, qui est aussi extrêmement codifié, puisque pour espérer être publié sur un site d'archivage, les speedrunners doivent formater leur vidéo d'une manière spécifique, donc la faire commencer à tel frame du jeu, la faire finir à tel frame du niveau, et ainsi de suite. Et donc ça contraint la pratique, le format des vidéos, et même les discours des speedrunners. Un exemple de ça, de cette ambition de codification, se marque dans la coutume qu'ont les speedrunners d'octroyer un nom aux stratégies qu'ils utilisent. Donc, je vous ai mis 3 exemples ici, les techniques de sword flying, sword cancelling et super bouncing dans Halo. Donc, le fait de donner un nom à cette technique a pour conséquence d'officialiser des choix de parcours et donc de leur conférer une dimension collective. Donc, en d'autres termes, j'en arrive à ma deuxième conclusion. Si le détournement subvertit les règles du game original, il semble donc que ce ne soit que pour mieux en créer de nouvelles. Or, ce deuxième mouvement de formalisation et de codification peut en partie s'expliquer, selon moi, par le fait que le détournement modifie la pratique subjective du jeu en ce qu'il la dote d'un public. En effet, d'une part, les fanfictions, les machinima et les speedruns investissent au-delà du texte et de la vidéo un autre support qui est Internet. Et d'autre part, le principe même de la réécriture requiert une certaine forme de connivence avec le lecteur, puisqu'il est demandé à ce lecteur de reconnaître l'intertextualité de l'œuvre détournée. C'est ce que Genette nomme en littérature le contrat de pastiche. Donc, c'est peut-être en partie de cette dimension collective, voire communautaire, puisque l'intertexte forme une communauté interprétative au sens de Stanley Fish. C'est de cette dimension collective que découle la nécessité d'élaborer un langage et des repères communs. Alors, néanmoins, cette formalisation des pratiques que je viens de décrire est bien loin de déboucher sur la production d'œuvres formatées et de codes prescriptifs.
Au contraire, les œuvres que j'ai pu observer portent les traces de diverses stratégies de négociation du nouveau game qui est ainsi établi. Donc il s'agit du troisième mouvement que je souhaitais dégager, qui est un mouvement de résurgence du play, par lequel le play vient déconstruire les œuvres et les codes nouvellement produits. Donc ainsi, bien que les supports que sont le texte et la vidéo se caractérisent par une certaine permanence, par opposition à la variabilité du jeu vidéo, j'ai pu observer dans les créations de dérivés divers dispositifs formels qui vont plutôt dans le sens d'une dissolution des frontières du texte, d'une mise en question de la fermeture du texte et de son intégrité. Alors je vais aborder ce dernier point à travers 3 rapides exemples qui viendront exemplifier 3 formes possibles de déconstruction des frontières du texte, mais parmi d'autres certainement. Alors, la permanence et le caractère fini des œuvres dérivées peut tout d'abord être mis en question par la réintroduction dans les documents d'une certaine forme d'interactivité. Donc effectivement, les fanfictions, les machinima et les speedruns se présentent sous la forme de textes et de vidéos qui ne sont en général pas interactifs. Mais pourtant, dans les œuvres que j'ai pu consulter, les œuvres que j'ai pu consulter se caractérisent par une profonde ouverture vers le lecteur. Alors cette ouverture peut rester à l'état de discours, donc les textes et les vidéos peuvent simuler l'interactivité par la multiplication des adresses au public, par exemple, ou par la mise en scène de l'influence que le public peut avoir sur la production. Mais ça peut aussi déboucher sur des participations effectives des récepteurs, ce qui réintroduit donc dans l'œuvre une certaine variabilité. Alors, pour illustrer ce phénomène, je vous ai mis quelques extraits du paratexte d'une fanfiction qui s'intitule « Toute une vie, toute une mort », dans lequel on voit bien que la présence d'autrui est constamment reconnue et convoquée. Alors, ça peut passer par la demande de commentaires et d'interventions. Donc ici, je vous ai mis 2 extraits du discours de présentation de l'auteur qui dit notamment « Si vous voyez des fautes ou des incohérences, faites-le moi savoir » ou encore « Un petit commentaire ne fait pas de mal, ça motive l'auteur pour continuer ». Donc cette demande d'intervention de la part des auteurs est un phénomène assez récurrent dans le discours des auteurs de fanfiction. Mais alors ça peut aussi passer, je l'ai dit, par la figuration d'interactivité à l'intérieur même du texte de fanfiction, par exemple par la mise en scène de faux dialogues avec le public. Ici je vous ai mis 2 exemples où l'auteur anticipe des critiques qu'on pourrait lui faire à l'intérieur même du texte de la fanfiction. Donc il y a déjà une dimension un peu métaleptique sur laquelle je vais revenir après. Et enfin, j'ai dit que ça pouvait rester à l'état de discours, mais aussi que ça pouvait déboucher sur des participations effectives. Et effectivement, certains commentaires de lecteurs sont suivis par des modifications du texte. Je vous ai mis ici 2 exemples de commentaires d'un certain Zola, qui repère des fautes de forme ou des incohérences de fond, et ces commentaires sont suivis d'une édition du texte de la part de l'auteur. Donc, pour le coup, il y a véritablement une certaine forme d'interactivité. Voilà, donc il s'agit d'une première forme de déconstruction du support textuel, puisque le texte accueille ici l'intervention du récepteur. Un deuxième moyen formel de déconstruction des frontières de l'œuvre que j'ai fréquemment rencontré dans mes analyses repose sur l'ouverture de la fiction représentée vers les pratiques réelles des joueurs. Donc, en d'autres termes, la métalepse, qui est parfois présentée comme un summum de raffinement littéraire en littérature, est ici une figure assez banale, assez répandue. Métalepse, qui est donc définie par Genette comme toute espèce de transgression d'un palier de fiction narrative ou dramatique, comme lorsqu'un auteur feint de s'introduire dans sa propre création ou d'en extraire un de ses personnages. Alors, pour illustrer ça, je voudrais vous parler rapidement d'un machinima qui s'intitule « Des vacances qui commencent bien », et qui met en scène 2 personnages fictifs, Shepard et McCliff, qui sont en vacances, donc jouent au football et se filment pour garder un souvenir de ces vacances. Mais durant la vidéo, le personnage de Shepard se rend sur Facebook et remarque que la page du studio Bang Bang TV, donc les producteurs du machinima, vient d'atteindre les 1000 likes. Il se sert donc de la caméra pour remercier le public de sa fidélité et devient dès lors une représentation de l'auteur du machinima. Donc il y a bien transgression, puisque ce personnage qui est censé être un Spartan, un soldat d'élite dans un contexte militaire de science-fiction, devient ici une figuration de l'auteur. Donc le personnage fonctionne véritablement comme un avatar, puisqu'il a un pied dans la fiction et un autre dans les pratiques réelles des joueurs. Pour généraliser un peu, la porosité des frontières de la fiction repose ici donc sur un double mouvement, d'une part d'ouverture du monde fictionnel vers le réel, puisque les personnages ont une page Facebook, et d'autre part de fictionnalisation des pratiques des joueurs, puisque la vidéo vient ici simuler l'enregistrement d'un machinima,
l'enregistrement du machinima se fait à l'intérieur de l'univers fictionnel. Enfin, si j'ai dit plutôt que les œuvres de détournement peuvent, d'un certain point de vue, venir incarner et solidifier une expérience ponctuelle de jeu, ces documents ne semblent pourtant pas atteindre le statut d'œuvres fixes et intouchables. Au contraire, les œuvres que j'ai pu observer restent empreintes d'une profonde variabilité. Pour illustrer ça, je vais prendre l'exemple particulièrement parlant du speedrun, puisqu'effectivement les vidéos de speedrun sont mises à l'honneur sur les sites de référence de la pratique, dans le sens où elles viennent établir un record de temps. Mais ce record de temps n'est jamais que temporaire, puisqu'il est toujours susceptible d'être surpassé dans une autre vidéo. Sur le site HalloRun, d'ailleurs, il y a un bandeau informatif qui, au-dessus de chaque page, vient annoncer en temps réel les derniers records en date. Et plus largement, sur tous les sites d'archivage que j'ai consultés, les vidéos dont le record est surpassé sont considérées comme obsolètes et ne sont pas conservées ou seulement temporairement. Donc il y a une certaine dimension périssable, événementielle de l'œuvre, puisque l'œuvre ne prend sens que dans un contexte d'énonciation vraiment particulier. Et alors cette dimension périssable apparaît dans le fonctionnement des sites, je l'ai dit, mais aussi dans les œuvres, à travers les ratés des speedrunners, donc les moments où leur personnage meurt, où ils ratent leur tir et ainsi de suite. Et enfin dans le paratexte des œuvres, notamment dans les présentations des vidéos par les speedrunners, où le speedrun, comme vous le voyez ici, est présenté davantage comme un produit en pleine élaboration que comme une œuvre finie. Donc ça passe notamment par le fait que le processus de création est totalement exhibé. Le speedrunner ici ne dissimule pas du tout les étapes de sa progression, mais au contraire vient expliciter les techniques qu'il a employées, les choix qu'il a effectués et ainsi de suite. Plus loin encore, l'auteur mentionne ici des erreurs qu'il a commises, d'autres choix de parcours qui auraient été possibles. Donc si bien qu'il donne presque les cartes au lecteur pour pouvoir surpasser son propre record. On retrouve donc ici un peu l'interactivité dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc pour l'exemple, il dit ici qu'à la 68e minute, il a gaspillé une grenade, qu'à la 70e minute et 22 secondes de la vidéo, il n'a pas réussi à prendre des munitions de lance-roquettes, ce qui a rendu les autres niveaux plus difficiles que ça aurait dû être, et ainsi de suite. Donc voilà, tout ça pour dire que la vidéo de speedrun ne se présente pas du tout comme un document fini et figé, mais plutôt comme le maillon d'une dynamique en cours. Je conclus. Donc, pour récapituler, le fait d'envisager la production de détournement comme étant un prolongement de l'activité ludique, ça permet, selon moi, de lire les œuvres produites comme étant prises dans une dynamique, une alternance constante entre ouverture du play et formalisation d'un game, entre déconstruction et codification. Donc, ça permet de lire ces œuvres comme étant le fruit d'une constante négociation. Et alors enfin, dans le prolongement de ce que je viens de dire, le fait d'envisager le détournement comme une dynamique ludique, ça invite finalement à relativiser la conception traditionnelle du support matériel comme étant un réservoir de contraintes et de propriétés, puisque dans les œuvres que j'ai présentées ici, le support apparaît plutôt comme un réservoir de potentialités. Donc effectivement, les détournements ne rendent pas seulement compte du jeu tel qu'il est, mais aussi du jeu dans ses potentialités créatives. Les praticiens utilisent le game comme un réservoir de potentialités et produisent des œuvres qui sont elles-mêmes des réservoirs de potentialités dont tout le monde peut s'emparer. Voilà, je vous remercie.